Bonsoir à tous et toutes. On va pouvoir commencer. Il me semble qu'on est presque au complet. Ça fait plaisir de vous voir en nombre pour cette première édition de conférence olfactive. C'est un premier essai pour le jardin Dominique Villard d'une part, mais également pour la faculté de pharmacie de Grenoble, qui est la faculté qui héberge en fait cet événement au même titre que l'association des Amis du Jardin. Peut-être que parmi vous, vous découvrez l'association ou c'est peut-être votre première conférence. Donc, en tout cas, nous vous souhaitions la bienvenue pour ce moment que nous allons partager. On va être ensemble pour environ 1h30. On va découvrir l'histoire du parfum au Japon, quelques concepts, surtout des matières premières. Et là, votre participation va être nécessaire et vous allez pouvoir expérimenter certaines odeurs. Donc, ce travail, on va le faire tous ensemble. Et, euh, et on va le faire notamment avec une équipe, avec deux invités qui vont m'accompagner particulièrement exceptionnels, même s'ils n'ont pas aimé que je dise ça. On aura juste à côté de moi, vous aurez Erika Vicky, qui est historienne de l'art et qui nous vient de la faculté Arches. Elle est chère professeure junior d'une thématique qui est en lien avec l'olfaction. Donc Erika s'intéresse aux représentations, aux écrits de l'olfaction, surtout dans le passé, puisque son siècle de prédilection est le 19e siècle. Mais elle va vous présenter des choses tout à fait intéressantes sur la cérémonie du thé, sur les représentations de l'olfaction au Japon, parce que vous avez compris, le voyage sensoriel va se faire au pays du soleil levant. Et pour compléter cette expertise, nous accueillons également Lucille Lefranc, qui est parfumeuse, qui nous vient de Paris spécialement pour cette conférence et qui a développé une expertise tout à fait sensible sur les matières premières que nous allons vous présenter et vous faire part de son regard de parfumeuse et de quelques clés qui vont vous être utiles pour apprécier les odeurs que vous allez sentir pendant la conférence. Après ces moments, vous serez amené à rester pour une sorte de petit débriefing. On va vous demander de classer quelles étaient les odeurs que vous avez préférées pendant la conférence. Donc, on aura un petit moment de questionnaire interactif et c'est un moment qui sera important pour nous. Également, ça sera l'occasion de reparler de l'association du Jardin Dominique Villard, sans qui, en fait, on ne pourrait pas faire ce genre d'événement comme ce soir. Et également, un petit point sur les événements à venir, notamment ceux qu'on a au mois de décembre. Donc, je vais sans plus tarder donner la parole à Erika Vicky et je vous retrouverai après pour la description des matières dans l'encens. Merci Manon pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis enchantée d'être avec vous et de partager cette passion à la fois pour les parfums et pour le Japon au cours de ce moment que Manon Paul Traversas a organisé. Et je te remercie beaucoup d'avoir préparé cela. Dans le projet de conférence, donc pour cette toute première conférence olfactive organisée par le Jardin Dominique Villard, l'idée était d'organiser un voyage sensoriel. Donc, penser à la thématique du voyage. Et il nous a semblé que justement le Japon était particulièrement bien choisi, d'une part parce que c'est une culture olfactive très très singulière, mais aussi parce que c'est un pays qui a été découvert sur le tard, au XIXe siècle. Vous connaissez l'histoire, hein, le traité d'amitié signé en 1854 entre le Japon et les États-Unis, traité d'amitié signé sous la menace des canons, puis le développement justement de la relation entre le Japon et les pays occidentaux à partir de l'instauration de l'ère Meiji, donc en 1867. Et ensuite, toutes ces années de japonisme qu'on connaît très bien hein, d'un point de vue de la culture visuelle, puisque l'art japonais a beaucoup influencé, notamment Van Gogh, etc. Et combien d'artistes qui, par ailleurs, ont parfois eux-mêmes influencé d'autres artistes japonais. On se rend compte en visitant les musées de Tokyo qu'il y a eu véritablement une influence réciproque. Donc, si on essaie de se placer du point de vue sensoriel et d'imaginer ce que les gens qui sont arrivés au Japon à cette époque-là ont pu ressentir, ça ne marche pas. On se rend compte que le voyage a une façon très, très spécifique de stimuler l'odorat.
et de nous évoquer des choses. Alors là, j'ai noté la citation en anglais, mais je vais vous la traduire si vous voulez. C'est Rudyard Kipling qui remarque cela et qui s'amuse de constater que dès que vous réunissez quelques voyageurs ensemble, il s'amuse de cela au tout début du XXe siècle, vous réunissez quelques voyageurs et il y en a toujours un pour dire « Ah, vous vous souvenez de l'odeur de tel pays ?» Et là, dit-il, toute la compagnie se met à ronronner comme un chat dans la valériane et la conversation devient générale et tout le monde surenchérit « Ah oui, et l'odeur de… » Et en fait, les voyageurs adorent les nouvelles odeurs. Ils adorent cet aspect-là sensoriel du voyage, tout d'abord parce que ça les confronte à de nouvelles choses. Ils ne sont pas habitués à ces odeurs-là. Et vous l'avez remarqué, ce phénomène très important dans l'olfaction, l'habituation. Vous êtes peut-être rentré dans la salle en vous disant ça pue un peu. C'est possible. Ou quand vous rentrez dans un endroit où il y a une odeur spécifique, au bout d'une heure, vous ne la sentez plus. C'est une caractéristique de l'olfaction. C'est malheureusement pas une caractéristique de l'ouïe. On oublie que ça sent quelque chose, qu'on finit par ne plus saisir ce stimulus. L'autre chose qui est très importante aussi pour les voyageurs, du point de vue de l'olfaction, c'est que ça leur permet de s'assurer de la salubrité de ce qu'ils mangent, en fait. L'odorat et le nez en particulier ont vraiment une position de promontoire au-dessus de la bouche qui est assez pratique parce que quand on ingère quelque chose, on peut sentir si c'est bon ou pas. On en fait tous et toutes l'expérience chaque matin avec notre bouteille de lait avant de se servir un petit café au lait, de vérifier si les choses sont bonnes. Donc pour les voyageurs, ça peut avoir une importance notable aussi. Et enfin, et surtout, l'odorat a une faculté absolument extraordinaire et magique de stimuler la mémoire. Mais c'est une faculté extrêmement spécifique à l'odorat. Ce n'est pas du tout la même mémoire que les autres mémoires. Vous connaissez très certainement cet effet Proust. L'histoire de la Madeleine est bien connue. Marcel, donc le héros, le narrateur pardon, de À la recherche du temps perdu, rentre chez lui tout mouillé, trempé, il a froid, il est glacé. Il arrive chez lui, sa servante lui propose une tasse de tilleul avec de la madeleine. Il en met un petit morceau sur sa cuillère avant de le tremper dans le thé. Et là, ça lui évoque quelque chose un souvenir qu'il n'est pas capable de saisir, sur lequel il n'est pas capable de mettre des mots. Il recommence et là, rien. Il recommence encore et alors là, la sensation disparaît complètement. Et petit à petit, avec le temps, sans qu'il le cherche vraiment, il se souvient de l'époque de son enfance où sa tante Léonie lui donnait de la madeleine trempée dans le tilleul. Ce qui est assez génial avec cette histoire, et si on l'a baptisé l'effet Proust, c'est que les neuroscientifiques de nos jours, ils voient vraiment la meilleure description que l'on puisse imaginer de ce phénomène de réminiscence olfactive, en fait, qui est très spécifique. Et ce que nous dit l'anecdote de Proust, en fait, c'est que cette façon de se souvenir est vraiment très différente de celle de la vue. Proust lui-même écrit dans son anecdote de la Madeleine, mais pourtant je suis allée tellement de fois à la boulangerie, j'ai vu ce gâteau des dizaines de fois, jamais je n'avais pensé à ma tante Léonie. Donc ça ne marche pas avec la vue, ça marche vraiment tout spécifiquement avec l'odorat. L'autre chose que nous rappelle cela, c'est que c'est une mémoire involontaire. La mémoire olfactive, ce n'est pas une mémoire qu'on peut activer sur commande. C'est aussi ça qui la rend aussi poétique et magique. Bonsoir. L'autre chose, enfin, sur laquelle je voulais revenir par rapport à cette question de la mémoire olfactive, c'est qu'elle fait appel à une mémoire longue. En général, quand vous vous souvenez de quelque chose grâce à une odeur, c'est rarement ou c'est jamais quelque chose de la semaine dernière. C'est quelque chose d'il y a plusieurs années. Donc, c'est un passé très ancien qui revient avec énormément de vivacité parce que c'est un passé qui touche nos émotions. Et c'est aussi quelque chose qui est très spécifique, et vous allez en faire l'expérience très bientôt à l'odorat, c'est que c'est quelque chose qui touche beaucoup les émotions, mais qui est très loin du langage. Et d'un point de vue même phrénologique, presque matériel, quand on est confronté à une odeur, on a des émotions, mais on a rarement de mots ou très peu de mots, à part, bien sûr, les nez qui ont développé ces habiletés-là. Enfin, et c'est la dernière chose sur laquelle j'aimerais insister par rapport à cet effet Proust et à ces effets de réminiscence qui accompagnent les odeurs, c'est que c'est une sensation qui est agréable. Et Marcel, lui-même, dans son histoire de la Madeleine, le note bien. En fait, ces moments où sa tante Léonie lui faisait bouffer de la Madeleine n'étaient pas spécialement heureux. Mais s'en souvenir 30 ans plus tard, ça, c'est un vrai bonheur. C'est quelque chose d'extrêmement agréable. Et c'est pour ça
je pense, que l'on aime autant les parfums. Vous êtes aussi nombreux et nombreuses à être venus ce soir pour en respirer de nouveau, pour en découvrir, comme les voyageurs du 19e siècle. Alors, qu'ont-ils découvert, ces voyageurs? Ils ont évidemment découvert de nouvelles odeurs qu'ils ne connaissaient pas auparavant, mais aussi ils ont découvert une nouvelle culture olfactive, c'est-à-dire un nouveau rapport aux odeurs qui articule de façon différente et spécifique, de façon singulière et différente de ce qu'ils connaissaient auparavant, les différentes fonctions des odeurs. Et il y en a trois en particulier sur lesquelles j'aimerais m'attarder un peu. Il y a trois fonctions spécifiques des parfums qui sont tout d'abord des usages religieux. On pense évidemment, vous avez sûrement des souvenirs des églises de votre enfance où on utilisait beaucoup d'encensoirs. Et l'étymologie même du mot parfum, ce qui part en fumée, montre bien combien les parfums sont propices à la communication avec les dieux. En fait, ça monte tout de suite vers le ciel. Il y a aussi des usages dont on a beaucoup parlé récemment autour du Covid, des usages prophylactiques ou curatifs. En fait, on utilisait les parfums pour se soigner, pour se prémunir, pour se protéger des maladies. Et quand on y pense bien, avoir interprété la transmission de la peste en termes d'odeur, c'était pas si bête. Finalement, c'était une façon de commencer à comprendre la contagion. Et enfin, il y a les usages hédoniques du parfum qui sont en train de prendre de plus en plus de place de nos jours, qui sont extrêmement importants dans toute l'histoire de l'humanité et qui, de façon assez fascinante aujourd'hui, sont très souvent associés aux usages prophylactiques. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que si on a du plaisir à sentir les choses, alors c'est bon pour notre santé. Espérons que c'est vrai. Alors, ces voyageurs, quand ils sont arrivés au Japon, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Donc, dans les années 1880-1890, d'après les très très nombreux récits et comptes rendus de voyage qui ont été publiés à l'époque, on découvre qu'ils ont avant tout découvert évidemment les senteurs naturelles, en fait, de nouvelles fleurs, de nouvelles choses. Et comme vous pouvez le voir dans cette citation, de manière générale, ils n'ont pas été très très impressionnés par l'odeur des fleurs. C'est un peu décevant, mais le lieu commun le plus partagé par rapport à l'odeur de la nature au Japon, à cette époque-là, c'est que les fleurs sont de très très belles couleurs, mais qu'elles sentent beaucoup moins bon qu'ailleurs. C'est assez étonnant et on le retrouve dans à peu près tous les textes de l'époque qui mentionnent la végétation japonaise. En revanche, il y a quand même des odeurs délicates qui sont très, très prisées, comme ici l'odeur de lotus dont il est question dans cette excursion au Fujiyama, ainsi que toutes sortes de fleurs qui sont mentionnées et dont on le trouve, nous, qu'elles sont très odorantes. Et il y a, par exemple, la pivoine, c'est bien une pivoine? La pivoine, comme celle qu'on peut voir ici, ou encore les fameuses glycines, qui sont très importantes dans la poésie et les arts du Japon, et qui ont inspiré évidemment de nombreux poètes. Outre la végétation, qu'est-ce qu'ils ont senti, ces voyageurs? Évidemment, des odeurs de cuisine. En général, c'est toujours à ça qu'on résiste un petit peu. Et là, j'ai trouvé très amusante cette citation, puisque elle permet d'avoir une idée de ce que la personne rencontre le plus souvent. En l'occurrence, il s'agit d'un mélange de poivre, de camphre et de fève tonka. Vous voyez, la fève tonka, c'est une odeur un peu baumée, un peu assez spécifique. Et ça frappe énormément le public de l'époque. Et c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement, c'est l'odeur de poisson. Ça sent le poisson un peu partout. À tel point qu'un des auteurs même se dit ça sent tellement fort le poisson dans les villages que c'est à peu près sûr que les gens n'ont pas d'odorat. Les Japonais n'ont sûrement pas d'odorat. C'est vraiment la conclusion qu'il en tire au tout début des années 1890. Une des autres choses qu'il découvre, évidemment, c'est l'usage de l'encens. Alors, Manon va revenir plus longuement sur ces questions-là après, mais c'est très, très important dans les usages japonais du 19e siècle. Et cela s'accompagne de l'utilisation de très nombreux objets qui sont très abondamment collectionnés en Europe. Et c'est pour cette raison que vous trouverez énormément de brûle-parfums, de toutes sortes d'ustensiles destinés à
à faire brûler de l'encens dans des musées qui ont été construits à partir de collections comme celle de Guimet qui est à Paris, ou encore comme celle de Cernucci. Énormément d'objets liés à l'encens qui ont fasciné et qui font vraiment partie de l'imaginaire japoniste de l'époque. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, une des choses qui ressort de tous ces récits que j'ai mentionnés auparavant, une des choses que les voyageurs remarquent au Japon, et on le rencontre de plus en plus à partir des années 1890 puis 1900, ce qu'ils remarquent, c'est que ça commence à sentir un peu comme en Occident. Ils commencent à détecter des odeurs de savonnette, par exemple, et il se trouve qu'effectivement, on découvre qu'à Yokohama, donc le port où sont arrivés les Occidentaux, a été créée la première usine de savon dans les années 1880-1890. Et petit à petit, les parfums, les produits, les cosmétiques occidentaux commencent à arriver sur le marché japonais, de sorte que les gens aussi, et puis les environnements, les atmosphères changent petit à petit d'odeur. Et je voulais souligner ça aussi parce que ça me semble important de toujours penser la culture olfactive, c'est-à-dire le rapport que nous avons aux odeurs et aux parfums, comme quelque chose de dynamique. C'est constamment en train de changer, d'évoluer, comme la langue, comme la culture visuelle, comme beaucoup de choses liées aux sociétés. Et aujourd'hui, donc, le voyageur qui arrive au Japon, qu'est-ce qu'il découvre? Bien, il découvre toujours des parfums de la nature, en fait. Il découvre une société qui est extrêmement proche olfactivement de la nature. On nous a fait faire une visite très intéressante du jardin Dominique Villard récemment, au cours duquel on nous a présenté ce livre-là, Shirin Yoku, qui est une traduction française d'un ouvrage japonais dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une version très vulgarisée, très accessible. Je vous le recommande chaleureusement. Puis ça peut faire un beau cadeau de Noël parce qu'il est très bien illustré, d'un professeur, donc d'un chercheur japonais qui a étudié les effets sur la santé de l'odeur des arbres et des promenades en forêt et de la montagne, etc., du plaisir d'être dans la nature. Et il l'interprète comme un effet de la respiration des phytoncides qui proviendraient des arbres, tous les bénéfices que l'on retire d'une promenade en forêt. Et d'après ses notes, ses études et ses expériences, ceux-ci sont absolument énormes. Les amateurs et les amatrices de jardinage doivent bien le savoir apparemment. C'est quelque chose de très bon pour la santé. L'autre chose qui est très importante aussi, me semble-t-il, dans la culture japonaise par rapport au rapport aux odeurs, c'est l'importance des saisons. Les saisons sont très, très marquées au Japon. Et là, j'aimerais vous recommander ce livre-là de Roiko Sekiguchi, Nagori, qui est très, très beau et qui explique le rapport justement au goût et à l'odorat qu'entretiennent des gens qui sont très attentifs aux saisons, surtout dans une culture où, comme l'explique Roiko Sekiguchi, il y a 72 saisons différentes. Et donc, toutes ces micro-saisons, ces sensibilités au temps, à la floraison de telle ou telle fleur, à l'épanouissement de tel ou tel arbre, etc., ça permet aux gens d'avoir une perception fine du rapport entre la nature et leur perception sensorielle, en particulier olfactive et gustative. Et Roiko Sekiguchi, dont vous pourrez lire aussi tous les romans, je vous le recommande, c'est vraiment quelque chose à faire pendant les vacances de Noël, est amatrice de vin. Elle connaît très très bien la cuisine, elle est spécialiste des odeurs et elle a un imaginaire très très intéressant qu'elle partage d'autant mieux avec nous qu'elle est japonaise et qu'elle écrit en français. Donc c'est vraiment très intéressant de voir comment elle décrit et elle explique les choses. Parmi justement les éléments, je pense, qui corroborent ce rapport très très sensible aux odeurs et aux saisons, il y a les haïkus qui sont des éléments de poésie japonaise qui font constamment appel à un élément précisant, soit le climat, soit la saison, soit la période de l'année. Et ceux-ci sont très souvent olfactifs pour cette raison, parce que le parfum des pruniers, par exemple, signe dans l'imaginaire de l'époque, de cette société, signe une saison particulière qui est celle de la floraison des pruniers. En revanche, et ça, c'est un grand malheur pour les industriels du parfum, le voyageur qui va au Japon aujourd'hui ne sent que très, très peu de parfum.
La part de marché du parfum dans les ventes de cosmétiques est à peu près, alors dans le monde, de 12%. En Europe, et en particulier en France, apparemment, c'est autour de 30% à l'heure actuelle. Et au Japon, c'est 0,4%. Les gens ne portent pas de parfum. Ils vous diront tous que c'est extrêmement mal élevé. Et ceux que vous connaissez un peu mieux vous diront tous que c'est vraiment la pire des choses, ces Occidentaux qui arrivent dans le métro avec leur parfum. C'est horrible, affreux, insupportable. C'est la pire odeur qu'ils puissent imaginer. Alors voilà, si quand on va au Japon, il faut. Moi, j'ai trouvé une solution. Je me parfume le soir en cachette à l'hôtel comme peau d'âne. Vous voyez, pour pas indisposer et pour ne pas trop déranger, mais vraiment, c'est quelque chose qui ne se fait tout simplement pas. Donc, beaucoup d'odeurs de nature, peu de parfums, mais par contre, toutes sortes d'autres pratiques olfactives, toutes plus agréables les unes que les autres. Par exemple, je consultais un article qui racontait, qui parlait de l'effet du yuzu, donc de ces agrumes et de son odeur sur le stress. Donc, je disais, c'était un article de biologie que j'essayais vaguement de comprendre parce que c'est malheureusement pas du tout mon domaine, mais j'étais très surprise de constater que dans la description des expériences, la chercheuse qui avait mené cette étude-là ne l'avait pas menée tout bêtement comme je l'aurais fait moi-même en faisant sentir du yuzu aux gens, mais elle avait étudié leurs impressions lorsqu'ils sortaient d'un bain de yuzu. Alors, un bain de yuzu, ai-je appris à cette occasion-là, avec cette recherche-là, c'est une pratique extrêmement courante, annuelle. À chaque solstice d'hiver, on prend un bain avec ces agrumes-là. Et la chercheuse, je vous donne tout de suite les conclusions de l'étude, a découvert que grâce à ce parfum de yuzu, les gens étaient beaucoup plus heureux, ils se sentaient beaucoup plus apaisés, détendus, dynamisés par le bain. D'après ces résultats, ça avait un effet absolument positif. De manière générale, cette pratique du bain, qui est très très importante dans la culture japonaise, vous connaissez les onsen, qui consistent en fait de se prélasser dans des bains thermaux très très chauds, souvent dotés de propriétés vraiment très spécifiques. Certains contiennent du fer, etc. Il y a toutes sortes de, de matériaux. Ce rapport vraiment très spécifique au bain est aussi très important dans la façon dont les gens conçoivent et décrivent leur propre hygiène, leur rapport aux odeurs et à la propreté. Et là, je vous ai mis un extrait que j'avais trouvé assez édifiant d'un discours qui a été prononcé en 2014 par un, un diplomate japonais délégué permanent auprès de l'UNESCO qui explique que si les Japonais ne portent pas de parfum, c'est parce qu'ils prennent tout le temps des bains, donc ils n'ont pas besoin de se parfumer comme nous. Alors on se demande bien ce qu'il voulait dire par là. Par contre, et ça m'a sidéré, le linge n'est pas du tout concerné par cette omerta du parfum. On ne se parfume pas soi-même, les vaporisateurs sont complètement proscrits, les rares parfums que vous trouvez sont des concrètes, vous voyez, appliquées directement sur la peau et qui sont dotés d'un sillage extrêmement restreint. En revanche, pour le linge, si vous allez au supermarché, vous pouvez trouver des choses de ce type-là, c'est absolument terrifiant. C'est une marque japonaise qui s'appelle Lavons le linge et qui propose des dizaines d'odeurs différentes, dont, tenez-vous bien, macarons français, champagne de lune, et toutes sortes de choses absolument abominables. Alors, j'ai profité du supermarché pour sentir ça en douce, c'est pas génial, mais c'est très curieux de voir que les vêtements sont à ce point parfumés et aussi forts. Alors, il faut dire qu'il y a une véritable tradition japonaise de ce qu'on appelle en parfumerie, ça sonne un peu bizarre quand on n'a pas l'habitude, mais on s'y fait, le parfumage des vêtements. Cette tradition donc, se manifeste tout d'abord dans l'existence de ces petits sachets parfumés que l'on déposait dans les manches des kimonos ou que l'on composait pour pouvoir parfumer son linge, mais aussi dans une pratique qui s'observe dans beaucoup d'estampes et qui est assez fascinante, qui consiste à déposer un brûle-parfum sous une petite cage grillagée sur laquelle on a déposé un kimono, de sorte que le brûle-parfum, en s'évaporant, va permettre l'imprégnation du tissu par la fumée de l'encens.
Enfin, je termine rapidement, je vais te laisser la parole. Je voulais signaler cette pratique de l'encens, une pratique assez singulière qui me semble très spécifique au Japon, qui est très spécifique au Japon et qui me semble très spécifique dans le domaine de l'odorat, qui s'appelle le kodo. C'est une pratique qui consiste à respirer des parfums, à se concentrer sur de l'encens. C'est une pratique aussi qui est tombée en désuétude pendant une longue période, notamment à cause de la fermeture du Japon aux régions qui produisaient les bois précieux qu'il s'agit de sentir, et une pratique qui relève un peu de la sensibilité artistique. Je dis ça parce que en histoire de l'art, le kodo nous intéresse énormément. Et Chantal Jacquet, la philosophe, a étudié cette pratique, donc celle qui consiste à respirer des parfums, à s'en imprégner, à les apprécier, à s'inspirer de ces parfums pour rédiger des haïkus. Elle a étudié cette pratique-là dans la perspective de la philosophie esthétique, c'est-à-dire qu'elle s'est demandé, est-ce qu'il est possible, c'est pas possible en Occident, hein, on n'apprécie pas un art avec son nez. On apprécie l'art, les beaux-arts avec la vue. On apprécie la musique avec l'ouïe, mais l'odorat, Kant nous a savonné la planche définitivement au XVIIIe siècle en disant que les odeurs relèvent de l'agréable. Donc l'agréable, c'est pas le beau, donc c'est pas de l'art. Et Chantal Jacquet a entendu ça pendant des années, des années et des années, toute sa carrière de philosophe, et elle a fini par dire, bah non, on peut y avoir un art des parfums, il peut y avoir une appréciation esthétique, une perception artistique des parfums. Regardez bien, ils le font bien au Japon avec le kodo. Et c'est pour ça que son livre, qui est une histoire de la pratique du kodo, ne s'appelle pas Histoire du kodo, mais bien Philosophie du kodo, parce qu'elle réfléchit justement à la façon dont cette pratique-là, à travers l'histoire, a bien montré qu'il peut y avoir un art fondé sur la pratique olfactive, sur le fait de respirer, non pas de regarder, puisque le kodo se pratique toujours dans un environnement plutôt dépouillé et dépourvu de stimuli visuels forts, mais vraiment qu'il y ait une possibilité donc de respirer. De respirer, d'apprécier en même temps. Alors, le kodo, en quelques mots, le système, le dispositif est assez simple. Hein, c'est un petit pot en céramique comme ça, dans lequel il y a un morceau de charbon de bois, de la cendre, une sorte de pyramide qui a l'air tout à fait anodine, mais qui est extrêmement difficile à faire. Il faut des années de pratique pour arriver à faire ça dans la cendre. Une petite plaque de mica et un tout petit morceau d'un bois très, très précieux. Le bois chauffé dégage des arômes qu'il s'agit de reconnaître. Donc, le kodo peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut prendre la forme d'un jeu, notamment d'un jeu social, où tout le monde, autour de la table, comme ici notre ami Wakiko qui n'a pas pu venir ce soir, respire différentes odeurs et doit deviner si le quatrième parfum, la quatrième odeur est bien identique au premier, au deuxième. Et alors, croyez-moi, sentir et reconnaître, identifier, distinguer l'odeur d'un petit morceau de bois chauffé sur un peu de cendre, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment très, très difficile. Et là, voilà, je vous ai mis justement parce qu'on parlait des bienfaits de l'encens et de la façon dont ça agit sur nous et dont ça nous fait du bien. Je vous ai proposé une traduction découverte par Manon, justement, du document qui nous a été distribué au moment où on a fait cette expérience olfactive du kodo. Je te donne la parole. Vous parliez de l'encens. Pour continuer dans ce qu'a dit Erika, donc on a eu l'occasion l'été dernier de participer à une cérémonie de l'encens donc à Kamakura, juste à côté donc de Tokyo et de Yokohama, dans la partie sud. C'était, si je pouvais juste vous exprimer un ressenti personnel sur cette expérience, c'était vraiment en fait comme si on apprenait à déchiffrer des murmures, comme une sorte de petit chuchotement, c'est-à-dire que quand on sentait les odeurs, elles se ressemblent toutes, et qu'on apprend en fait en s'éduquant à déchiffrer en fait le message de ces petits bois qui sont incandescents. Et l'instructeur, parce que c'est une discipline qui est très reconnue, ça fait partie des arts traditionnels. La cérémonie du kodo, au même titre que l'art floral de l'ikebana. Je sais que parmi vous, certains sont concernés par ça.
Également, pour ceux qui ont déjà vu d'autres conférences qu'on a fait où on parle de cérémonie du thé, c'est comme des médiums artistiques différents où après, la quête, c'est l'harmonie, la découverte sensorielle. Et l'instructeur qui nous formait à cette découverte qu'est le Kodo, donc la cérémonie de l'encens, et les découvertes qu'on peut y associer, nous avait donné ce document qui est en fait formulé à partir d'un manuscrit du XVIe siècle, où déjà à l'époque, il y avait des allégations sur la pratique du Kodo, comme affûter les sens, purifier le corps, l'esprit, éliminer les contaminants. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Ça va faire naturellement la jonction avec quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. Il va y avoir cette notion de purification, de soins, de santé. Hem, si, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, qui ne savent pas, quel est mon terrain de recherche, je me suis spécialisée dans l'étude des pharmacopées, du Japon. Donc j'étudie ce qu'on appelle la médecine traditionnelle, japonaise, qu'on appelle le Kampo, donc qui est une médecine traditionnelle qui s'apparente à celle qu'on peut observer en Chine, qui est plus visible que celle qu'on observe au Japon. Et dans le Campo, il y a un aspect historique qui est très important, c'est qu'il y a eu une réinterprétation des croyances et des pratiques médicales chinoises par les Japonais, qui s'est fait conjointement avec l'arrivée du bouddhisme au Japon au VIe siècle. Et s'il y avait quelque chose à vous dire d'intéressant avant de parler de ces concepts, vous avez peut-être vu un moment, quand Erika vous a présenté le Kodo, cet étrange morceau de bois qu'on voit ici. Ce trésor, donc il est dans un bâtiment qui s'appelle le trésor du Chosoin. Il a 1200 ans, ce bout de bois que vous voyez ici. Et ça fait partie des trésors qui avaient été gardés par l'impératrice endeuillée Komyu au VIe siècle. Elle a perdu son époux et lui, il avait envoyé beaucoup d'émissaires en Chine, des artistes, pour récupérer l'influence des arts chinois. Et dans ces trésors, il y avait de la marqueterie fine, il y avait des instruments de musique, des parchemins, et il y avait des ingrédients quand même intéressants comme ça. Il y avait notamment ce morceau de bois. Donc ça s'appelle un ojukuko. Et si vous prêtez attention, vous voyez qu'il y a il y a 3 petites bandes blanches. C'est les noms des personnes qui ont eu le droit de se servir dans ce morceau de bois précieux, sachant que celui du milieu, c'était ni plus ni moins que l'empereur Meiji. Donc ça vous donne une image qu'il y a quelque chose d'important qui se passe au VIe siècle au Japon. Il y a cette influence de la Chine, le bouddhisme arrive, l'encens arrive, les pratiques médicinales, qu'on dit traditionnelles maintenant, mais qui sont celles de l'époque à ce moment-là. Tout ça, ça infuse dans la culture japonaise, mais avec la propre sensibilité des Japonais. Et donc, si on revient, donc retenez que les petits morceaux de bois qu'on voit sur les encensoirs que Erika vous a montrés ici, eh ben, proviennent en fait de bois précieux, riches en résine que je vais vous présenter maintenant. Je vous parlais de liens avec la santé, on va y venir juste après. Il y a peut-être 3 concepts qui sont importants dans la culture de l'olfaction au Japon, notamment en lien avec le kodo. Vous avez peut-être vu sur la fiche de l'événement, il y avait 2 caractères japonais. C'est ceux-là. Ça veut dire en japonais monko, écouter les parfums. Et ça, c'est pour notre cerveau d'Européen, c'est assez compliqué à appréhender. Et si vous vous rappelez bien, quand je vous exprimez mon ressenti personnel sur la cérémonie de l'encens, je vous ai parlé de murmure. Et en fait, c'est comme ça que on peut l'interpréter. C'est que ce signal olfactif qu'on perçoit, on peut se déconstruire un peu notre boucle habituelle de la sensorialité et essayer de l'écouter, en fait, d'essayer de le déchiffrer. Et donc, le fait que les Japonais utilisent le caractère du sens dans le sens olfaction pour les parfums, c'est pas du tout anodin et ça révèle beaucoup au niveau de leur pratique. D'autres concepts qui sont importants sur l'esthétisation de l'olfaction, là, qui vous a été présenté brièvement par Erika, c'est peut-être le concept esthétique de ce qu'on appelle le ma. C'est quelque chose de complexe à appréhender également pour nous. C'est l'importance en fait de ce qu'on appelle les espaces ou intervalles qui est crucial dans la culture japonaise.
et que finalement, une odeur, elle ne s'apprécie pas de manière isolée, mais qu'elle est en relation avec son environnement, qu'elle interagit avec l'espace, les émotions, les sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans la cérémonie du thé, où encens, art visuel, audition font une approche multisensorielle pour un rituel où la personne qui est invitée à la cérémonie du thé, elle va sentir une odeur, elle va l'associer à quelque chose de positif, de méditatif des fois. Et c'est un concept qui est important pour l'olfaction. L'autre, qui est peut-être plus connu, que je pense que certains d'entre vous connaissent, qui est le wabi-sabi. C'est la manière dont les Japonais arrivent à esthétiser ce qui est imparfait, d'apprécier la beauté dans quelque chose qui a déjà vécu, qui peut être cassé, qui peut être patiné, qui peut être moins visible. Et dans la manière d'apprécier les odeurs au Japon, heu, il y a vraiment ce côté de d'accepter en fait le signal olfactif dans sa globalité et même s'il est discret, vous parlez de murmure, d'essayer de trouver de la beauté dans cette discrétion. C'est des concepts esthétiques qu'on retrouve dans beaucoup de disciplines traditionnelles japonaises. On parlait de cérémonie de l'encens, de cérémonie du thé. En lien avec la cérémonie du thé et l'architecture qui lui est dédiée, il y a le très beau livre de Tanisaki, «L'éloge de nombre», qui justement, détaille en fait cette esthétisation de l'imparfait, donc le wabi-sabi, où on va apprécier un objet pour sa patine, son histoire, ses craquelures et chercher en fait, une beauté dans cette imperfection. Donc ça, c'était pour vous présenter trois concepts pour essayer de sentir les choses différemment, ce soir. Avant qu'on passe, à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire d'expérimenter, juste peut-être vous donner quelques clés de compréhension sur, finalement l'encens, dans notre pensée européenne, on a surtout cette image-là, le petit stick, qu'on met sur un porte-encens, on l'allume et ça fait des éménations, donc c'est une trace d'une combustion directe. C'est le 1er visage. Au Japon, c'est peut-être 20 de l'usage, de l'encens dans le terme culture, olfactive. Il y a également, les encens en spirale qui, eux, sont utilisés pour les grands espaces. Ça, c'est une forme qu'on connaît finalement pour les antiparasitaires parce qu'en fait, c'est très efficace, ça nous permet de mettre sur une petite surface beaucoup de produits. Et également, dans la même logique, le cône d'encens qui, lui, est utilisé pour parfumer rapidement quelque chose, donc pour parfumer rapidement une pièce. Donc ça, c'est vraiment 3 usages d'encens à combustion directe. Mais l'encens, au Japon, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être notamment ce qu'on appelle à chauffage indirect, donc c'est les bois aromatiques, le gros morceau de bois parfumé que vous avez vu, qui date de 1200 ans, où l'empereur s'était servi. Eh bien, peut servir de matière première pour être placé sur la petite plaque en mica que vous présentez, Erika, et on va respirer, ces émanations et essayer d'y associer, heu, des sensations ou des descripteurs. Ça va plutôt être l'affaire du kodo, dans le sens cérémonie, pas dans le sens encens domestique, si on pouvait, les séparer de cette façon. Et également, des choses qui sont plus marginales, mais tout aussi, délicieuses à découvrir. On a les encens pétris, vous le voyez ici, une petite résine, condensée qui ressemble un peu à du goudron, où là, on a des arômes très mûrs, plus goudronnés. Hem et là, ça va être chauffé, mais à une combustion, non complète, où le charbon va être placé à proximité, on va dire à 1,5 cm, et va faire une combustion très légère, sans dégrader, les composés, pour avoir quelque chose de très subtil. Petite, parenthèse, on parlait de cérémonie, du thé. Je vous ai dit que les odeurs étaient très importantes. En général, dans la cérémonie du thé, comme c'est quelque chose qui s'apprécie avec beaucoup de sensibilité, ça va pas être ces formes-ci que vous allez avoir à disposition, pendant, l'expérience de la cérémonie. On va, entre guillemets, «emprisonner», capturer les odeurs, les placer dans une petite boîte qu'on appelle le kogo, ça ressemble à Kodo d'ailleurs,
Et ça va être placé comme une pièce maîtresse dans l'architecture de la pièce de cérémonie du thé, aux côtés de l'ikebana et aux côtés d'une poésie de saison. Dans la même lignée, on a ce qu'on appelle les encens pressés ou les inko, où on va utiliser plus ou moins la même pâte qui est faite pour faire les sticks d'encens, mais toujours on va faire quelque chose de plus doux avec le charbon qui va être placé à distance, de sorte à avoir vraiment des odeurs subtiles et non dégradées. Erika vous en a parlé. euh, une autre forme de les pratiques de l'encens, ça va être les sachets parfumés, ce qu'on appelle les nioi bukulo, littéralement petits sachets parfumés. Et là, on va mélanger des épices, des bois aromatiques. Et historiquement, vous savez que les Japonais et Japonaises portaient des kimonos. Il n'y a pas de poche dedans. Donc, pour garder en fait ces petits sachets, ils les mettaient dans l'espace en fait qu'on a sous le bras. Donc, dans le kimono, ils glissaient le petit pochon. Et quand les personnes se déplaçaient, ça faisait comme un encensoir qui se balançait. Et c'était une manière d'apprécier le statut et la finesse d'une personne. S'il avait les moyens de s'acheter des essences rares, eh bien, l'effet n'en était que plus apprécié et important. Je reviens juste pour vous montrer une illustration qu'Erika vous a montrée. Vous voyez les petits pochons ici en haut à gauche. Ce sont des pochons qu'on a trouvés dans le bâtiment du trésor de Chosoin. Ils ont 1200 ans également. Donc, c'est des artefacts, en fait, que cette pratique de l'olfaction, elle est très ancienne au Japon et qu'elle a été enfin, réinterprétée en partie, mais qui perdure des usages anciens. Voilà pour ça. Euh, quelques images pour vous expliquer comment on fabrique l'encens dans le sens commun du terme. On va mélanger des sciures de bois, des résines. Vous savez que des fois, on parle de résine d'encens. C'est un abus de langage. C'est des plantes de la famille des Boswellia qui sont très riches en résine. Comme son odeur se rapproche de celle qu'on a pour l'encens, les deux s'appellent encens, mais c'est des choses différentes. Donc, on mélange sciure de bois, résine riche, épices. Et après, de la manière dont on ferait un gâteau ou un pain, on va pétrir, presser, arranger les bâtonnets et les faire sécher. Donc finalement, c'est un cocktail, c'est une composition complexe, un bâtonnet d'encens. C'est pas seulement un matériau. Et il y en a plein de recettes. Et finalement, ce à quoi on a accès en Europe, bah, c'est souvent de la sciure de bois dans laquelle on a mis des parfums de synthèse. Euh, ce qui coûte très cher dans la fabrication de l'encens, bah, c'est ces résines qui sont riches. Et bah, plus le bois est précieux, plus la résine est chère, et bah, plus l'encens à la fin va être important. Vous vous demandez peut-être maintenant qu'est-ce qu'on met dedans. On vous a mis 10 parfums qui déjà à l'époque du Chosoin, donc dans le Nara du VIe siècle, étaient reconnus comme des odeurs importantes dans la culture chinoise et japonaise. Euh, on a deux bois qui sont précieux, qui sont le bois de santal et le bois d'acar, qui eux vont apporter, bah, vous vous en doutez, l'arôme doux, les notes boisées. C'est des choses qui étaient utilisées également dans les rituels de médecine. Là, à cette époque-là, on est dans l'encens rituel ésotérique et dans l'encens rituel pour la santé. Bien que les Japonais aient gardé cette conception de l'encens santé, néanmoins, on ne peut pas dire à présent que l'encens fait partie de la médecine traditionnelle japonaise, même s'il y a des ingrédients en commun. On retrouve également des choses que vous connaissez, patchouli, benjoin, bornéole, qui va avoir une odeur un petit peu camphrée. On va avoir le gingembre d'ornement que vous retrouvez ici, qui est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de croiser, qui va avoir une odeur un peu comme, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de sentir, de nard d'Himalaya, quelque chose de plutôt tubéreux. On retrouve également du clos de girofle. Je vous parlais d'encens, mais encens dans le sens botanique du terme, avec l'encens au Liban de la famille des Boswellia. On a également la cannelle, l'anis étoilé. Donc, ces matières que vous voyez à l'écran, on les retrouvait à la fois dans les pochons parfumés,
mais également dans le récipient qui fait office de préparation en mélange avec la poudre de bois. La poudre de bois, elle vient en fait de deux essences au Japon. Donc, un maquilus et également d'autres bois. Donc, vous voyez ici, on utilise en fait cette écorce qui a déjà un parfum subtil comme substrat en fait pour ajouter les ingrédients aromatiques. Et ça fait une pâte quand on mélange avec un petit peu d'eau qu'on appelle le mako, qui va avoir un côté argileux et qui va faciliter en fait l'extrudation et la formation en fait des bâtonnets. Je vous interpelle néanmoins sur quelque chose de très important. Vous avez vu que dedans, on avait du santal et du bois d'agar. Le bois d'agar, on appelle ça également le bois de calembac ou bois de oud. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Ces bois, quand on les prend dans la nature, ils viennent d'Asie du Sud-Est, ils ne sont pas odorants de prime abord. La résine que vous voyez ici à l'écran, qui est colorée, c'est la production de défense en fait de ces arbres une fois qu'ils ont été contaminés par un champignon. Donc, la contamination fongique entraîne en fait la production de métabolites, de petites molécules de défense, qui, heureusement pour nous, sont très olfactives. Mais là où je voulais vous interpeller, c'est que en fait, cette infection fongique, elle est très difficilement contrôlable. Et qu'en Asie du Sud-Est, on a très peu de moyens, avant d'abattre un arbre, de savoir si oui ou non l'infection fongique a marché correctement. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile à obtenir, c'est quelque chose qui est difficile à contrôler, qui coûte très cher. Donc, le cheminement intellectuel, il va vite dans ce cas-là. Ben, ça fait des grandes tensions sur cette ressource. Le bois de santal, le bois d'oud proviennent d'essences qui sont absolument menacées d'extinction. On estime que dans 5 ans, il n'y aura plus de calembac à l'état sauvage dans le monde. Donc, c'est une manière aussi de discuter, en fait. La parfumerie est consciente, je pense que Lucille en parlerait bien mieux que moi, mais de ces enjeux, en fait, de ressources. Et c'est d'autant plus difficile de parler de ces enjeux de ressources que dans le cadre du Japon, c'est associé à des pratiques traditionnelles qui viennent d'il y a très longtemps, où le problème de la ressource ne se faisait pas. Mais maintenant, c'est à nous aussi de trouver des alternatives à ces odeurs et d'être conscient en fait que c'est un patrimoine et qu'il faut le préserver et et que voilà, le santal, le bois de oud, il faut agir maintenant parce que c'est déjà trop tard. En fait, les experts disent que malgré les efforts de replantation, ben, on n'arrivera plus à avoir des groupes en fait d'arbres sauvages à l'avenir. Donc, c'est un point important. Et je vais donner la parole à Lucille à présent et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer de vous résumer très rapidement ce qu'on va faire pendant la séance d'olfaction pour qu'on ait le temps de sentir un maximum d'odeurs possible. Euh, Si je devais résumer le métier de parfumeur, de parfumeuse, c'est qu'on crée de nouvelles odeurs à partir d'odeurs simples ou des odeurs complexes à partir d'odeurs simples. Ces odeurs-là, qu'on peut qualifier d'ingrédients, dans notre jargon, on va les appeler des matières premières. Et ce soir, vous allez être invité à sentir 8 matières premières qui viennent du Japon, que Manon et Erika nous ont ramenées du Japon, qui viennent de deux producteurs d'huile essentielle différents. Vous allez voir, ça va être des choses assez différentes que j'ai classées dans un ordre précis. Je peux pas Ce sera en aveugle, voilà. Donc, je ne peux pas trop donner d'informations pour le moment. Mais pour vous expliquer comment ça va se passer, déjà, ça va se passer de manière un peu lente parce il va falloir les tremper, les distribuer, que tout le monde l'ait en même temps. On va vraiment prendre le temps que tout le monde puisse sentir tranquillement. On ne va pas se presser. Euh, Ce qu'il est important de dire, donc, c'est que ces huiles essentielles, je les ai diluées dans un solvant pour que ce soit pas trop intense, que l'analyse soit peut-être un peu plus fine et que surtout vos narines ne saturent pas trop vite. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va vous distribuer des mouillettes qu'on appelle également touche à parfum. Et je vous invite à ne pas toucher votre nez avec la touche à parfum, mais bien laisser un petit centimètre, voire deux,
mais surtout ne pas toucher votre nez avec, s'il vous plaît. Et ce que je vous ai distribué en début de conférence, ce sont des sachets cristal qui vous permettent en fait de conserver les touches plus longtemps. Vous pourrez les ressentir et je vous invite à les ressentir demain, après-demain. Et ça dure, le parfum peut durer assez longtemps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça dépendra vraiment des matières premières, si elles sont plus ou moins volatiles. Voilà. Mais ça, on pourra en reparler. Donc, je vais aller très très vite pour qu'on ait vraiment le temps de sentir. Mais c'est vrai qu'en me replongeant dans les recherches liées à cette conférence, dans le codo, etc., je me suis dit que pendant mes écoles de parfumerie, les séances d'olfaction, pour découvrir de nouvelles matières premières, les apprendre, bah, finalement, ces séances, elles étaient assez ritualisées. Et comme je vous le disais, en fait, pour nous, c'est vraiment important de découvrir une matière première en la sentant en aveugle, en n'ayant vraiment aucune information, qu'elle soit visuelle ou un quelconque indice en fait qui puisse nous influencer. Donc nous, on faisait ça en petits groupes, mais ici, je suis très contente qu'on soit très nombreux, nombreuses aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on faisait ça en petits groupes d'une vingtaine de personnes, et c'est vraiment un moment calme, très silencieux, où on n'a pas ou peu de stimulation visuelle. Par exemple, on n'avait pas de rétroprojecteur. Enfin, on était assis autour de notre professeur, et je garde, comme vous en doutez, de très bons souvenirs de ces moments-là. Et ce qui est important effectivement, et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse ce soir, c'est vraiment de laisser le temps à chacun, chacune de prendre le temps de mentaliser l'odeur, de faire appel à sa mémoire olfactive, qui est vraiment personnelle. Chacun va avoir des souvenirs très différents. C'est ce que je trouve très intéressant aussi. Hem, Nous, dans le cadre de mes études, on laissait la parole était libre aux personnes qui avaient envie de prendre la parole. Moi, par exemple, j'étais assez timide, je prenais pas trop la parole, mais j'écrivais beaucoup et j'écrivais les commentaires de mes camarades de classe, et toujours ce temps d'écoute. Ce soir, on va à la fin de la conférence, on va avoir un temps où chacun, chacune va pouvoir partager ses impressions, peut-être à la fin aussi, je sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un temps de parole et d'écoute, mais on verra bien. Et je vais vous donner peut-être quelques éléments de sémantique. Donc là, c'est vraiment le langage de parfumeurs de nez occidentaux, c'est notre langage à nous, la manière dont on nous l'apprend à l'école. Et c'est vrai que la langue française, finalement, elle est assez pauvre en descripteurs qui soient exclusivement olfactifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va emprunter au lexique des autres sens. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. On va beaucoup parler en couleur, en texture. C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup le dénominateur vert. On va s'intéresser donc à la texture du produit même, mais aussi peut-être à la sensation que l'olfaction de ce produit peut nous procurer. Je veux dire, physiquement, par exemple, certaines matières me semblent montantes. Physiquement, dans le nez, il se passe quelque chose où la matière, elle est montante. Enfin voilà. Hem Et après, on va avoir des dénominateurs qui font intervenir plusieurs sens. Je pense par exemple aux mots terreux, herbacé, et cetera. Ce qu'on va faire aussi, c'est comparer les matières entre elles, évidemment. Donc soit on va directement comparer une matière première sentie à une autre, soit une autre qui existe dans la palette du nez. Hem, donc je vous ai cité par exemple le foin, on peut faire de l'absolu de foin. On a dans notre palette un extrait de foin. On va parler de floral jasmin, épice et cannelle, et cetera. Ou alors on peut se référer à un ingrédient qui n'existe pas dans notre palette. Pour le moment, on n'a pas d'extrait de muguet, on n'a pas d'extrait de petit pois, enfin en toute petite quantité, ça commence quand même, et on ne peut pas extraire non plus le parfum de la framboise. Voilà. Et ce qui est important aussi durant nos études, c'est de hiérarchiser du coup tous ces descripteurs qu'on va attribuer à une nouvelle odeur. D'abord, on va classer nos odeurs par famille olfactive. Nous, on en avait 24, c'est beaucoup. Je vous en ai écrites certaines. Et après, on va se concentrer sur 3 descripteurs qui permettent vraiment entre 2 molécules très proches. Je pense notamment à la famille des muscs. Je ne sais pas si tout le monde a en tête l'odeur du musc synthétique, mais en fait, ce sont des molécules qui sont extrêmement proches, et c'est assez compliqué en fait quand on est étudiant, étudiante, de les distinguer. Voilà. Donc, je vous ai à peu près tout dit pour la séance d'olfaction. Je pense qu'on va pouvoir commencer à tremper la première matière première. C'est bon, c'est fait? D'accord. C'est bon? Bah, très bien. Bah, c'est parti. Donc je vous invite pas forcément à identifier la matière première, mais plutôt à essayer de mettre des mots sur la matière première. Je vous invite même, pour les personnes que ça intéresse, à écrire en fait, à convoquer vos souvenirs olfactifs,
Comme je disais, c'est un exercice qui est assez personnel finalement. Et ne vous censurez pas et écrivez les mots qui vous viennent instinctivement. Voilà. Donc la solution, pour ceux qui avaient trouvé la menthe, qui avait trouvé la menthe, par curiosité? Ah, quand facile. Vous allez voir, ça va monter en difficulté après. La menthe que vous sentez, c'est une menthe particulière qui vient de Hokkaido, au nord du Japon, la zone que vous voyez en orange sur la carte. Et en fait, cette zone à Hokkaido, si on compare le climat, ça s'apparente à celui qu'on a en Provence ou du moins autour de la vallée autour de Valence, en fait. Et la menthe qui évolue et qui est cultivée à Hokkaido, elle a très rapidement été appréciée pour sa riche teneur en menthol. Donc, le menthol, c'est une odeur et un goût également avec lequel vous êtes familier. Vous en avez ça, c'est une molécule qui est assez simple, hein, vous la voyez ici par rapport à des molécules organiques qu'on peut avoir des fois de bien plus complexes. Et ce menthol, il a été intéressant au Japon. Et quand vous savez, par aromathérapie, on entend l'utilisation de produits aromatiques, souvent des huiles essentielles, à des visées de santé. Et on peut imaginer que l'aromathérapie, c'est que quelque chose d'européen et qu'il n'y a pas de tradition de l'aromathérapie au Japon. Si on gratte un petit peu, il s'avère que c'est totalement faux et particulièrement dans le cas de la menthe, puisque, dès, le 19e siècle, le Japon s'est spécialisé, dans la production de menthe à menthol. Et donc le menthol qu'on utilisait en confiserie ou même dans des médicaments, en France, en Allemagne, au 19e, vient de la menthe, d'Hokkaido, donc du nord du Japon. Et il y a également, d'autres variétés. Donc celle que vous avez, c'est de la menthe poivrée. Il y a également la menthe Mentha japonica qui, elle, est plus une espèce sensible, et qui est menacée. Donc on ne va pas faire d'huile essentielle avec, mais elles sont très proches. Et elle a un parfum qui est, direct, qui est pur. Enfin, c'est assez facilement, reconnaissable et en atteste, votre haut taux de succès dans la reconnaissance. En aromathérapie, on l'utilise parce qu'elle est analgésique. C'est bien pour, traiter les douleurs. On l'utilise notamment parce qu'elle est vasoconstrictrice aussi. Ça fait réduire les vaisseaux sanguins, particulièrement intéressant dans la prise en charge, des migraines ou des céphalées, où on peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, de chaque côté des tempes. Elle est également décongestionnante. Hem voilà, on utilise la partie aérienne et la matière première que vous sentez, elle est issue d'une distillation à la vapeur. Donc c'est une huile essentielle qui n'a d'huile finalement que le nom. D'ailleurs, c'est une des façons pour voir si une huile essentielle est pure. On en met une goutte sur un papier, ça ne doit pas laisser de taches grasses. Sinon, c'est que ça a été coupé. Donc huile, oui, mais en fait, c'est juste parce que ça flottait sur l'eau et qu'on ne savait pas trop dire ce que c'était quand on faisait la distillation. Mais c'est plutôt un mélange de composés, résineux, olfactifs. Souvent, ce qu'on dit même, c'est essentiellement des terpènes, qui font partie, de ces molécules caractéristiques et olfactives. Des choses à rajouter? Oui, tout ce que je rajouterais d'un point de vue purement olfactif, hem, heu, c'est qu'en fait, cette menthe, contrairement elle est beaucoup moins sucrée qu'une menthe, que la menthe douce. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Elle est moins chewing-gum finalement et cette menthe-là, je la trouve plus, mentalo finalement et j'ai fait sentir en fait tout ce que vous allez sentir ce soir à un panel de cobayes qui m'ont fait part de leurs souvenirs olfactifs. Et donc, et j'ai quelqu'un qui m'a dit, oui, je visualise tout de suite les bidons de menthe à l'eau lors de mes colonies de vacances quand j'étais petite. Voilà, je trouvais ça très mignon. Voilà. Un Todomatsu, donc ça, c'est particulièrement inédit, qu'on fasse des conférences olfactives d'une part, mais en plus des conférences olfactives où est mis en avant, ce pain rare du Japon, c'est encore moins commun.
toujours de la même manière que la menthe que vous avez sentie. Donc cet arbre, la famille des pinacées, donc des pins, provient également du nord du Japon, donc de Hokkaido. C'est un pin qui est particulièrement adapté au climat rigoureux. Donc on le retrouve dans cette zone-là. On le retrouve même sur les îles Sakhalines qui sont au nord encore de Hokkaido. Hem, c'est un pin à croissance lente et il se caractérise par, la présence d'un métabolite, donc d'une petite molécule, qui est la présence de limonène. Donc le limonène, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est quelque chose qui est utilisé comme conservateur, notamment dans les produits cosmétiques. C'est une odeur citronnée et donc peut-être que si vous ressentez, peut-être vous pouvez déceler un peu cette arrière, heu, note d'agrumes qui est très léger. Au Japon, il est considéré comme, bactéricide, donc il tue les bactéries et à ce titre-là, il est considéré comme utile pour assainir l'air. Hem que ça soit sous forme d'huile essentielle ou comme encens contenant la poudre de bois ou la résine, du pin, Todomatsu. Heu, dans le de la même façon que ce que vous avez eu juste avant, c'est issu d'une distillation à la vapeur. Et on récupère, par entraînement à cette même vapeur, les particules olfactives, en suspension supérieure, à l'hydrolat. La matière d'extraction, c'est les épines et le bois, enfin surtout les déchets de coupe, parce que ce pin Todomatsu est également utilisé pour la construction. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de, montant. Voilà, c'est un très bon exemple. C'est une matière que je trouve très montante, qu'on classe dans les conifères terpéniques. Voilà, c'est sa petite famille, chimique. Et comme le disait Manon, donc le limonène donne un petit côté, citronné. Heu, Moi, personnellement, je le qualifierais comme un espèce de cousin japonais de notre, épicéa vosgien. Voilà. C'est La lavande de Furano, alors pour être, tout à fait honnête, quand on nous a présenté, donc quand on a visité en fait ce producteur en fait d'huile essentielle avec, Erika au Japon. Il était en fait très satisfait de nous parler de cette huile essentielle. Vous savez que les Japonais aiment beaucoup la culture française, donc on a imaginé dans un premier temps que c'était une manière d'adapter la culture française au Japon et que c'est pour ça qu'il y avait une culture, de la lavande. Absolument pas. La culture, elle est bien plus ancienne que notre siècle. Elle date de les premières plantations de lavande au Japon, c'est 1926. Et donc, c'était déjà par cet en oh! Bah, c'était déjà par, la même entreprise, qui est actuellement, productrice, de lavande, qui est celle qui a servi de matière première pour l'huile essentielle que vous sentez. Pour Hano, c'est une ville toujours à Hokkaido. Alors vous vous dites: «Mais qu'est-ce qui se passe à Hokkaido? On n'a que des choses qui viennent de là-haut». Bah, comme c'est un climat qui est dur, sec, avec du froid, du vent, eh bien les plantes, elles sont amenées à se défendre, à produire en fait des composés olfactifs qui sont puissants. Donc beaucoup de plantes, aromatiques vont se plaire en fait dans ces climats difficiles d'une part et vont nous plaire d'autre part parce qu'elles vont se charger en ces mêmes, métabolites, enfin ces petites molécules. La lavande, de Furano, elle a eu des difficultés à se à se valoriser, autour de la Seconde Guerre mondiale et c'est vraiment dans les années 80 qu'il y a des personnes localement qui se sont dit: «On relance la production». Et il y avait vraiment une volonté de dynamiser le tourisme parce que, je vous l'ai dit, Hokkaido, c'est connu pour, la neige. C'est là où il y a Sapporo, c'est là où il y a des stations de ski, mais c'était compliqué pour eux de trouver une identité, bah, pour les mois d'été, quelque chose qui était associé à cet endroit et ils sont allés remonter dans les archives à ce moment. Ils se sont dit: «Mais la lavande, c'était peut-être un beau symbole, de notre pays» et c'est à ce moment-là que le patrimoine lavandicole a été remis au goût du jour, dans la région d'Hokkaido. D'un point de vue,
Aromathérapeutique, la lavande, vous le savez, elle est considérée comme relaxante et anti-stress. Donc normalement, là, vous êtes tous très apaisés. Elle est également utilisée comme antiseptique et cicatrisant. Ce sont des allégations thérapeutiques qui sont largement prouvées par la recherche en aromathérapie et qui en font une huile essentielle très intéressante avec peu d'effets indésirables et des propriétés intéressantes. La lavande qui est botanique, c'est la lavande angustifolia ou lavande vraie que vous avez sentie. On utilise ces sommités fleuries et encore une fois, comme c'est une matière qui est quand même forte, c'est une distillation à la vapeur. Donc, Lucile va compléter, notamment sur la touche camphrée qui est particulière. Oui, effectivement. Moi, surtout, la différence que j'ai constatée avec notre lavande du sud de la France, euh, c'est elle sent moins le foin. Enfin, je trouve qu'elle a un petit côté foin, notre lavande du sud, donc ce côté très herbacé. Euh, et celle-ci est beaucoup plus fruitée. Euh, voilà, je ne sais pas si ça parle, si ça vous parle quand je vous dis ça, mais Le yuzu, vous le savez, hein, c'est probablement l'agrume le plus célèbre au Japon. Euh, Erika vous l'a présenté, on le retrouve dans les bains de yuzu. Faut vraiment imaginer ces sources thermales, ces bains publics qui, le 21, 22, 23 décembre, pendant le solstice d'hiver, mettent des agrumes parfumés dans le bain et avec la chaleur, ça se diffuse et que ça donne un peu d'énergie, hein. Il fait que froid, on est dans son bain chaud, on a besoin un peu de soleil. Et en fait, ce yuzu va apporter cet ensoleillement qu'on n'a plus au mois de décembre. Il est utilisé au Japon dans la pâtisserie. On fait également des boissons. On parle de thé au yuzu. Dans ce cas-là, c'est plutôt de la marmelade d'écorce qui va être diluée dans de l'eau chaude. Ça n'a de thé que le nom. C'est boisson chaude à l'écorce de yuzu. C'est quelque chose qu'on retrouve en Corée du Sud, en Chine, au Japon. C'est assez courant. Je pense que dans certaines épiceries asiatiques à Grenoble, on en retrouve. C'est un gros pot de marmelade, on met de l'eau chaude. C'est très agréable en hiver. C'est très réconfortant. Euh, on, on est dans la famille des citrus, donc des rutacées d'un point de vue botanique. Et là, bah, très naturellement, bah, les citrons, ils vont pas vraiment se plaire dans les montagnes de Sapporo. On va les retrouver à Miyazaki. Donc, c'est une ville sur la préfecture de Ehime, sur l'île du Shikoku, qui est la petite île là, que vous voyez au centre du Japon, qui est très connue pour sa production d'agrumes. Donc là, aujourd'hui, vous vous doutez bien, on a dû faire des choix dans les matières premières que vous sentez. On aurait pu vous faire une conférence rien que sur les agrumes de Miyazaki, tellement c'est vaste. Peut-être une idée pour un prochain événement. Mais voilà, l'yuzu, c'est un agrume un peu particulier puisqu'il supporte une distillation à la vapeur, contrairement à certains citrons verts, certaines mandarines. C'est un agrume qui fait très peu de jus. C'est pour ça que le jus de citron yuzu est si cher. C'est parce que c'est pas du tout un fruit qui produit beaucoup de jus. Et ça fait que quelques années qu'on arrive à en trouver des frais en France, puisque l'export de yuzu frais venant du Japon est interdit pour des raisons phytosanitaires. On ne peut pas prendre le risque que certains parasites on retrouve sur les plants d'agrumes japonais se retrouvent sur nos agrumes en Europe. Donc, si on arrive à en trouver maintenant frais, c'est parce qu'il y a des producteurs, justement, qui s'y sont mis il y a une dizaine d'années, voyant que ça devenait de plus en plus populaire. Et maintenant, on arrive à en trouver, notamment à Noël. On trouve des citrons originaux, on trouve des fois des citrons main de Bouddha, des citrons yuzu. Donc, c'est dans cet héritage-là. Et donc, une distillation à la vapeur, mais qui n'enlève pas aux qualités olfactives et subtiles du yuzu. moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai été vraiment émerveillée face à la qualité de cette huile essentielle. Enfin, je trouve qu'elle est très, très évocatrice. Et, et j'ai entendu ces mots plusieurs fois. On est vraiment, je trouve, dans la texture du fruit. Euh,
L'huile essentielle, elle est très gustative finalement, mais quand je dis gustative, c'est pas son côté sucré, c'est vraiment la chair de fruit. Enfin, on ressent vraiment la texture du fruit et enfin, je la trouve, je la trouve vraiment très très belle. Voilà. J'espère qu'elle vous plaît aussi. Du kuromoji, qu'est-ce donc? C'est un arbre qu'on trouve à l'état sauvage dans tout le Japon, également dans la Chine orientale. Et il est utilisé depuis très longtemps. Dès le 6e siècle, on trouve des traces de l'utilisation de ce bois pour en faire plusieurs choses, des infusions, des décoctions, des vins médicinaux, des pics pour couper les pâtisseries pendant la cérémonie du thé. Vous savez, une petite pâtisserie, elle est mise à la disposition des participants. Ils vont pas la couper avec une cuillère en plastique, vous vous doutez bien. Les Japonais sont autrement raffinés. Ils coupent ça avec un petit pic fait en bois de kuromoji, donc la même matière première qui a permis de faire le parfum que vous êtes en train de sentir. Ça sent tellement bon et c'est tellement indescriptible que la haute société japonaise en avait fait un de ses marqueurs, c'est-à-dire que les shoguns avaient les moyens de s'offrir des vins enfin des sakés, des vins de riz au kuromoji. Et également, il y avait toutes des pratiques en lien avec l'alimentation où, un peu comme nous, on pourrait garder un cure-dent pour s'occuper la bouche et s'amuser, les personnes de haut rang utilisaient le kuromoji. Et comme c'était antibactérien, que ça sentait bon, il y a un usage qui s'est fait là-dessus. Et puis après, on a retrouvé le pic de kuromoji pour la préparation et la dégustation des pâtisseries. Euh, le nom latin, c'est un Lindera ombellata, et donc c'est la famille des lauracées. Donc maintenant que je vous dis ça, peut-être que certains d'entre vous trouveront des notes un peu de laurier noble, laurier sauce. Il y a ce côté un peu puissant mais doux qu'on va retrouver dessus. On utilise les feuilles et les branches, et on fait également une distillation à la vapeur. Cette huile essentielle, elle provient de forêts qui viennent du Kansai, donc du centre du Japon, là où on a Kyoto. Également, donc, je vous disais, on peut l'utiliser sous forme d'infusion. Donc, le bois peut être coupé en petits morceaux et servir de matière première, comme pour la préparation d'un thé. Et les Japonais se plaisent à dire, je cite en anglais, que c'est the Japanese Earl Grey. Ils trouvent des côtés un peu fleuris, un peu agrumes qu'on retrouverait dans le Earl Grey. Comme disait Manon, c'est à la fois, enfin, c'est indescriptible parce que c'est vrai que ça vient un peu bouleverser tous nos référentiels olfactifs parce que moi, j'ai aucune matière première de ma palette qui m'est venue en tête en fait quand j'ai découvert cette matière première-là. Et en même temps, je pense que c'est vraiment la matière première qui, quand je l'ai fait sentir et quand moi-même je l'ai senti, a généré le plus de commentaires et des commentaires très très différents. Donc voilà. Moi, c'est vrai qu'effectivement, ça me fait aussi penser à la feuille de laurier et à la graine de coriandre, mais j'ai un peu l'impression que je suis la seule à... Ah merci quand même. À la graine de coriandre et comme on vient d'en parler aussi, ça sent un peu le thé et la bergamote par association et un constituant majoritaire de la bergamote qui est l'acétate de linalyle, s'il y a des chimistes dans la pièce. Et je vais revenir sur quelques commentaires un peu plus poétiques qu'on m'a fait. J'ai une amie qui m'a dit que ça lui donnait envie de se coucher dans un champ de fleurs de couleur blanche-jaune et ce serait des astéracées. Voilà. Je trouve que ça, c'est joli. Voilà. Je vais vous faire part d'un commentaire que j'ai fait à Lucille. Euh, on n'imagine pas, mais il y a tout un travail de préparation en fait sur le dosage de ce que vous êtes en train de sentir. Elle l'utilise pas pure. Et donc, elle a dû, en faisant plusieurs essais, essayer de trouver le juste équilibre pour avoir l'odeur la plus proche de celle qu'on aurait dans la nature. Et donc là, c'est la première fois que je les sens en même temps que vous. Et elle est vraiment parvenue en fait à trouver le juste équilibre qui fait que là, on ne sent pas une huile essentielle, mais on sent
quelque chose, moi, que j'ai déjà expérimenté au Japon. Là, vous vous doutez bien, on n'est pas sur de la fleur. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est un arbre. Et elle est parvenue, en fait, à retranscrire par sa préparation l'odeur qu'on peut avoir dans certains temples au Japon quand ils viennent d'être faits au niveau de certains piliers, où c'est du bois parfois de hiba qui va être utilisé. Et je trouve que c'est un travail remarquable d'être parvenu à vous faire expérimenter ça comme si vous vous promeniez soit dans une forêt, soit dans un temple fraîchement reconstruit. Donc le hiba, c'est un arbre qui est peu connu. Euh, le plus proche parent qu'on va retrouver, ça va être le thuya chez nous. Là, on est sur la même famille botanique, donc c'est le Thuiopsis dolabrata, famille des Cupressacées. Et le hiba que vous sentez vient de forêts de Aomori. Aomori, c'est tout au nord de l'île principale du Japon qui s'appelle Honshu, juste sous Hokkaido. Et en fait, cette forêt, c'est l'une des 3 plus belles au Japon pour les arbres aromatiques, aux côtés d'un autre arbre qui s'appelle l'inoki, qu'on trouve dans les montagnes de Kiso, et un autre arbre qui s'appelle le sugi, qu'on retrouve à Akita. Donc, vous l'avez compris, là, on est sur une plante qui est très proche du cyprès, proche du thuya. Elle contient une molécule particulière qui s'appelle l'inokithiol, qui est un composé qui a des capacités antibactériennes, antifongiques et également antiparasitaires, anti-acariens. Et en termes d'allégations thérapeutiques, il se dit que son parfum boisé aurait un effet calmant et relaxant. En termes de matières premières, on utilise les feuilles et les branches. Comme je vous le disais, pour les bois de construction, c'est souvent les déchets de coupe qui sont utilisés. Ça peut inclure également de la pelure d'écorce lorsque les rondins sont préparés. Et comme c'est une matière non sensible, c'est des distillations à vapeur d'eau. Moi, j'ai vraiment un petit côté crayon à papier, en fait. Mm. Et, euh, et un peu légèrement tabac, un peu cendre aussi, enfin, un peu craie aussi. On est vraiment dans la texture de plein de choses, en fait. J'ai une amie, une Suissesse, qui m'a parlé c'est le bois d'Arol, c'est ça? Si vous voyez, c'est dans les Grisons. Il y a plein de. Elle me disait que les peluches pour enfants sont remplies avec de la sciure de bois d'Arol, et il y a beaucoup de jouets aussi qui sont faits en bois d'Arol. Et elle m'a dit que c'est une odeur vraiment très particulière, et, euh, et ça lui est venu instinctivement en fait, tout de suite en sentant cette matière-là. Donc, et ben voilà, et ben voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mm. On passe à la prochaine. De l'osmanthus. Tiens. Donc, l'osmanthus, c'est une famille qu'on connaît en France, en Europe, parce que ça fait partie de la famille des Oléacées. Néanmoins, l'osmanthus que vous êtes en train de sentir, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve en France dans nos parcs. Il est question qu'on ait un osmanthus dans les années à venir au jardin Dominique Villard, mais ce sera un tout petit osmanthus, donc il va falloir attendre un bon bout de temps avant qu'il grandisse. C'est quelque chose de très important en Asie. En Chine, ça fait partie des 10 fleurs traditionnelles cultivées pour son parfum, justement. Elle se caractérise par des toutes petites inflorescences oranges, là que vous voyez, qui sont extrêmement odorantes. Et traditionnellement, on l'utilisait pour parfumer les thés. Donc, vous connaissez le thé au jasmin. On fait souvent des thés aux fleurs. Et ben, en Chine, on faisait du thé oolong avec de l'osmanthus. C'est quelque chose qu'on retrouve également au Japon. L'osmanthus, en japonais, on l'appelle kin mokuse. Kin, c'est l'or dans la langue japonaise. Donc, c'est vraiment la fleur d'or. Ses autres noms, c'est olivier odorant, olivier de Chine, olivier à thé, fleur de cannelle. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai entendu cannelle par là. Euh, donc, je vous le disais, pour les fleurs, c'est très compliqué. Là, on est sur une odeur
malgré les efforts de Lucille, qui est différente de celle que vous auriez en fin de journée en sentant des fleurs d'osmanthus. Néanmoins, là, on est sur une extraction qui emploie de l'alcool pour faire ce qu'on appelle une concrète, donc quelque chose qui est assez proche, mais néanmoins différent de cette odeur. Pour le coup, il y a beaucoup de descripteurs à énumérer pour cette matière. J'adore parce que ça va un peu dans tous les sens. Des choses très jolies comme l'abricot, la pêche, des choses un peu moins jolies parce qu'en fait, on la qualifie en fait cette matière d'animal et de fécal. Et moi, je trouve qu'elle a vraiment un côté donc olive et vraiment le gras de l'olive verte, je dirais plutôt. Euh, je suis désolée, je crois qu'elle a pas énormément plu cette matière. Moi, je l'aime quand même beaucoup parce que justement, je la trouvais, je la trouve assez originale. Et c'est l'une des seules matières, je dirais même que c'est la seule matière qu'on fait sentir ce soir qui est vraiment utilisée pour le coup dans l'industrie de la parfumerie. Et que peut-être certaines personnes connaissent ici le sublime parfum 1000 de Jean Patou, qui date de 1972 et qui en contient. Voilà. Et sinon, il y a, dans pas mal de marques de parfumerie dites confidentielles, un peu plus artistiques, on va retrouver aussi ce qu'on appelle des soliflores, solinotes, donc des parfums tournés autour d'une seule matière première, et en l'occurrence l'osmanthus. Voilà. Et c'est une matière première qui est extrêmement chère euh, et qui est considérée comme assez noble en fait en parfumerie. Voilà. On va pouvoir faire la distribution de l'avant-dernière. La dernière. Je pense que avec l'expertise que vous êtes en train de développer en devenant des nez spécialisés dans l'identification des parfums japonais, je pense que vous savez qu'on est sur un arbre. On est sur l'Inoki. Et encore une fois, Lucille est parvenue par sa dilution à retranscrire un peu la sensation olfactive qu'on peut avoir quand on visite un temple qui serait construit en Inoki. C'est un arbre qui pousse en forêt, qui est très élongé, là, comme vous voyez sur la photo. Les temples au Japon l'utilisent essentiellement comme bois de construction et assez rapidement, on a utilisé les déchets de couple pour faire ces résines et ces parfums très subtils et très aromatiques. Euh, donc, Inoki a donné son nom à la molécule que je vous présentais comme étant dans le IBA, l'inokitiol. Donc, c'est un monoterpénoïde. Pour faire un petit peu de chimie, on est quand même dans une faculté de pharmacie. Et ses propriétés tournent autour de la gestion du stress, de la favorisation de la récupération, et il renforcerait le système immunitaire. Il est également antibactérien, anti-inflammatoire et stimulant. Donc au Japon, il a un côté protecteur qui fait qu'on l'utilise pour la construction, pour éloigner les nuisibles. On est sur le nom latin du Cameicparis obtusa. On est toujours dans la famille des Cupressacées. On appelle ça aussi parfois le cryptomère du Japon. On utilise les parties aériennes et on fait une distillation à la vapeur d'eau. L'huile essentielle que vous sentez provient d'arbres qui sont cultivés dans la région centrale du Japon, qui est le Kansai. Alors moi, j'aime vraiment toutes les huiles essentielles qu'on a senties ce soir, mais c'est vrai, une fois de plus, la qualité de celle-ci, enfin, je la trouve vraiment très fine et vraiment très belle. Une fois de plus, moi, j'ai un côté crayon à papier un petit peu, euh, un petit côté aussi thé fumé. Ça m'est revenu plusieurs fois, euh, parce qu'on a de nouveau un petit côté agrume aussi. Je ne sais pas si vous l'avez identifié. Et de source sûre, je sais que l'industrie du parfum est de plus en plus intéressée par cette huile essentielle et on va commencer à en retrouver dans la parfumerie occidentale. Voilà, je trouve que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà. Maintenant qu'on a eu la présentation donc, de ces huiles essences, qu'on a pu vraiment expérimenter, on va redonner la parole à Erika qui va vous faire un peu un aperçu de la parfumerie historique au Japon, un peu l'imaginaire de ce
qu'étaient les parfums d'Orient en Europe, et vous allez découvrir ça avec des très jolies images qu'elle a sélectionnées pour vous. Merci beaucoup. Alors, la façon dont ces odeurs dont on a parlé ont influencé la parfumerie ensuite en Europe et en particulier en France, eh bien, c'est de toutes sortes possibles et imaginables, mais vraiment pas d'un point de vue olfactif à proprement parler. Il y a très peu dans l'histoire de la parfumerie française de ces notes que vous avez senties précédemment. Comme tu l'as remarqué, Manon, la menthe était vraiment un produit exporté en très grande quantité à la fin du 19e siècle, mais tout de suite utilisé pour produire du menthol et ça finissait en dentifrice et en bonbons. La parfumerie en elle-même ne s'est pas vraiment inspirée du Japon olfactivement, mais par contre, à cette époque-là, elle s'est beaucoup inspirée de l'imaginaire du Japon et il y a un véritable japonisme dans le milieu de la parfumerie. Alors, j'ai pris juste quelques exemples. Peut-être que l'amaryllis du Japon est le plus célèbre. L'amaryllis, je crois qu'on est tous d'accord, ça sent rien, hein. Voilà. Donc, donc, vous pouvez. Voilà, c'est un joli nom, absolument. Et il y avait vraiment une grande mode dans les années 1890 du cosmopolitisme aussi. On aimait voyager, on aimait penser au monde entier, se situer dans cet imaginaire-là. Et ça se ressent énormément dans la parfumerie de la fin du 19e siècle, où vous pouvez trouver peut-être une bonne vingtaine de noms de parfums qui se terminent par du Japon. Et j'ai été vraiment très surprise même de trouver un extrait de Violette du Japon. Et ce qui était assez étonnant. Cet imaginaire-là, justement, et Manon me faisait remarquer que la dame avec le kimono bleu porte son kimono à l'envers, en fait. Il est croisé côté droit dessus, ce qui, si je me rappelle bien de ce que tu m'avais expliqué, ne se fait qu'après la mort. Donc, c'est une grosse, grosse faute, je pense, qui trahit bien un peu la relation très, très lâche et distendue avec le Japon et avec les traditions japonaises. Mais ça marchait très bien. C'est un parfum qui a eu un succès absolument colossal à l'époque et il y a dans cet imaginaire olfactif japoniste très peu d'odeurs, mais beaucoup de fantaisie. Parmi les parfums aussi inspirés du Japon, je voulais vous présenter Opium parce que du point de vue olfactif, il n'y a pas vraiment d'inspiration liée au Japon, mais le flacon est clairement inspiré de l'Inro, qui est cette petite boîte très à la mode au XVIIIe siècle, très souvent collectionnée en Europe. C'est pour ça qu'on en a plein comme cela, absolument magnifiques au musée Guimet. Ce sont des petites boîtes qu'on utilisait pour mettre des médicaments, des drogues, tout ça. Et forcément, ça a inspiré Yves Saint-Laurent pour son parfum Opium, dont le flacon initial ressemblait beaucoup à un Inro, en fait. Et voilà, ce n'est pas une analogie que je vous propose moi-même. Au musée Yves Saint-Laurent, on peut voir toutes sortes de croquis qui montrent comment le flacon a été créé à partir de cet objet-là. Encore une fois, il peut y avoir différents types de connexions avec la culture olfactive japonaise. Je voulais aussi mentionner, parce que c'est très important dans l'imaginaire olfactif du Japon, ce parfum du designer Issei Miyake, qu'on connaît donc pour ses plis absolument incroyables, et qui a souhaité faire un parfum comme beaucoup, beaucoup de grands couturiers. Je ne sais pas si vous le savez, le parfum était historiquement plutôt du côté de la pharmacie, s'est développé, c'est petit à petit autonomisé. Et puis, le milieu de la mode, dans les années 1910-1912, a mis la main là-dessus. C'est pas Coco Chanel qui a été la première à avoir l'idée, mais elle fait partie des premières personnes à avoir l'idée. Et ensuite, pendant de nombreuses années, les couturiers nous ont fait croire qu'ils faisaient des parfums. Et on a toutes sortes de photographies de couturiers qui se présentent une mouillette à la main comme s'ils composaient un parfum. Or, ils n'ont pas les compétences. Ils délèguent ce travail-là à des nez qui produisent des parfums. Et dans le cas d'Issei Miyake, alors c'est assez intéressant parce que c'est un designer japonais qui travaille de façon internationale, donc pas seulement pour un pays où on ne porte pas de parfum. Il a eu évidemment l'idée d'en développer un pour s'ouvrir au marché international, mais en même temps, il a choisi des senteurs très, très spécifique. En particulier, vous connaissez pour la plupart d'entre vous ce parfum, hein. Il voulait un parfum qui sentait l'eau.
quand même pas facile. Heureusement, Jacques Cavalier-Beltrut, qui est maintenant, je crois, chez Vuitton, il me semble, c'est le nez maison de Vuitton, qui était à l'époque chez Firmenich, donc une maison de composition, a proposé un composé qui utilisait beaucoup une molécule complètement chimique, hein, de la synthèse, c'est la calone, qui sent l'eau, un peu le sel, la pastèque, toutes sortes de choses très légères qui évoquent effectivement l'odeur de l'eau et de la mer, et que l'on retrouve dans un autre parfum de ce nez-là, qui est Acqua di Gio, que vous connaissez peut-être, qui a pareil, ces connotations très légères de pastèque et de fruits d'eau. C'est une autre façon de se référer à l'imaginaire du Japon, toujours pareil, sans utiliser ces matières premières, puisque, comme le disait Lucille, l'osmanthus est guère la seule matière première véritablement utilisée en parfumerie, parmi celles qu'on a senties dans la parfumerie traditionnelle. Mais je voulais quand même vous évoquer ceci. Alors, si vous cherchez des cadeaux de Noël, malheureusement, c'est raté, parce que cette édition du parfumeur Comme des garçons, qui est une maison assez niche, qui propose des choses très, très originales, cette édition est épuisée. De toute façon, on ne pouvait se la procurer qu'en Angleterre. C'est une édition lancée avec la revue Monocle, justement, pour valoriser ces matières premières japonaises. Et en particulier, il y avait donc toute une série de 5 ou 6 parfums autour d'une matière première, dont 2 qui s'appelaient respectivement Sugi et Inoki, qui étaient, paraît-il, très intéressants. J'ai lu des critiques, mais malheureusement, je n'ai pas eu le plaisir de les sentir moi-même. Peut-être tu veux... On termine. Oui, c'est difficile de trouver le juste timing pour ce genre de conférence, surtout que c'était notre première conférence olfactive, donc on ne savait pas trop comment gérer le temps et surtout on ne voulait pas vous presser. Pour conclure, je voudrais remercier avant tout Lucille et Erika d'avoir très gentiment monté ce projet de conférence avec moi depuis quelques mois. Et puis donc, merci à vous d'avoir fait ça. Merci.